La chronique du conseil avec Chantal Lheureux, Éric Brown et David Atman sur Radio Centre-Ville, 102.3 FM, Les Comptes à rendre. Bonjour, Marc-André Lavoie à la forme matinale. Ben oui, c'est ça, Jennifer est à l'extérieur de la ville pour le Festival des arts érotiques. Donc, on se retrouve, toi, moi et deux de nos chroniqueurs off, donc avec des trucs le fun. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ce qui s'en vient dans la prochaine heure? Oui, dans la prochaine heure, Marc-André, il y aura on parlera de la pièce Race au théâtre Jean Duceppe. Alors ça, c'est vraiment d'intérêt. Il y aura une capsule, la capsule mensuelle d'Éric Brown, puisque ce soir, c'est l'exposition, le vernissage de l'exposition collective Machination à l'usine Sans Issue. Alors, c'est tout un événement à chaque mois. Et c'est très rassemblant. Et puis, on aura aussi, bien sûr, une petite capsule spéciale sur une exposition vraiment d'intérêt qui est en rediffusion dans le cadre de la chronique du Conseil des comptes à rendre parce que c'est une exposition qui dure jusqu'à 10 avril. C'est sur le grand Vittorio. C'est sur l'œuvre graphique de Vittorio. Et ça a lieu au Musée Mécon, donc, comme je mentionnais, jusqu'au 10 avril. Et c'est une belle exposition d'affiches à voir absolument. C'est un incontournable et que j'ai redécouvert cette exposition-là en fin de semaine passée lors de la Nuit Blanche. Il y avait une belle animation au Mécon. Alors ça, il y aura un petit moment consacré à Vittorio. Et qui a bien fait bien d'autres affiches que celles associées au festival Juste pour rire. Et il y aura finalement, Marc-André, je vais te laisser présenter la quatrième partie de notre Oui, en chronique. effet, c'est une chronique musicale. C'est une capsule de David Atman avec la surprenante et excellente Megan Cyr. Donc, on commence avec la chronique théâtrale. Oui, Marc-André, je suis absolument ravie de commencer avec cette chronique-là parce que le théâtre Jean Duceppe propose actuellement un des grands auteurs et une des grandes pièces de théâtre là, du répertoire américain. Alors, il s'agit de la pièce Race du célèbre David Mamet. Est-ce que tu connais David Mamet, Marc-André? Je n'ai pas l'honneur. Bon, c'est ça. Et il y a pour une mise en scène actuellement de Martine Bone, qui est très réputé ici, et qui aime le théâtre réaliste, Marc-André, vraiment est confrontant, là, sera absolument ravi. Et voilà, David Mamet, eh bien, c'est un auteur, dramaturge au théâtre et scénariste, réalisateur et producteur au cinéma. Alors, il a un pied dans le théâtre, un pied dans le cinéma, et avec raison, car ses pièces sont, je pourrais les qualifier de très cinématographiques. David Mamet a écrit, Marc-André, une trentaine de pièces, parmi lesquelles de grands succès, là, tels que, je ne sais pas si tu as vu le film, Marc-André, Glengarry Glen Ross. Je n'ai pas eu l'honneur. Qui a remporté le prix Pulitzer. Et jusqu'à tout récemment, au Rideau Vert, on a joué cette pièce-là. Alors, c'est tout, on a redécouvert, je pense, ces derniers temps, la pièce Glengarry Glen Ross. Donc, au cinéma aussi, peut-être que là, je croirais, Marc-André, que tu as vu certains des films que je vais te nommer. Alors, parce que David Mamet, il était au cinéma à titre de scénariste. Et à titre de scénariste, il s'est illustré avec son remake de Le Facteur sonne toujours deux fois en 1981. Ça, et effectivement, mon ignorance s'arrête, je reconnais. Alors, c'était un magnifique film, je pense, de mémoire avec Jack Nicholson. Jack Nicholson était dans ce film-là. C'était merveilleux. Ah, The Postman Always Rings Twice. Oui, Jack Nicholson. Et est-ce que c'était Faye Dunaway? Je ne me souviens pas de l'actrice. Mais en tout cas, c'est un film qui m'a marqué. Magnifique film. Est-ce que tu as vu aussi, Marc-André, le film Le Verdict? Oui, j'ai vu Le Verdict, c'est avec c'est Robert Writer ou Paul Newman? OK, d'accord, oui, un des deux. D'après le roman... C'est rough. Oui. C'est très rough. C'est très rough. Eh bien, c'est d'après le roman de Barry Reed et ça a été une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario adapté et c'est David Mamet qui était le scénariste. Et vraiment, maintenant, je suis persuadée que tu as vu ce film-là, Marc-André. Est-ce que tu as vu le film en 1987? Écoute, je pense que je l'ai vu à peu près 4 fois. Les Incorruptibles.
Oui, entre autres avec Kevin Costner, Sean Connery, etc., tiré malheureusement d'événements qui se sont vraiment passés. Dans les années 20, film absolument marquant. Et je suis persuadée que tu as vu ce dernier film, Des hommes d'influence, en 1997. Ouais, ça aussi. Ça a été à nouveau en nomination aux Oscars pour le meilleur scénario. Alors, il y a du David Mamet impliqué dans tous ces films-là à gros succès. Et David Mamet aussi, il a aussi écrit et réalisé aussi ses propres films, dont La prisonnière espagnole. Moi, c'est un film que j'ai trouvé très intelligent. Est-ce que tu as vu La prisonnière espagnole? Non, mais j'apprends de toi. Alors, c'est un film que j'ai apprécié grandement, salué par la critique, qui a ouvert le Festival de Cannes en 1998. À nouveau, David Mamet se démarquait. Et si on revient à la pièce Race, qui a été écrite en 2009, elle a été programmée au théâtre Jean Duceppe dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, Marc-André. Donc, le mois passé. Oui, voilà. Mais la pièce se poursuit bien au-delà du 29 février. Elle se poursuit jusqu'au 26 mars. Alors, on assiste à cette pièce-là. On assiste à un suspense et un huis clos, une joute verbale intense et d'actualité qui se déroule dans un bureau d'avocat. Alors, la pièce, elle est mise en scène et met en scène un richissime homme d'affaires blanc accusé d'avoir violé une jeune femme noire dans une chambre d'hôtel et à New York. Alors, deux avocats en noir, un noir et un blanc, ainsi que leur assistante noire, doivent décider s'ils représentent ou non cet homme et quelle stratégie prendre. Alors, bien sûr, le débat va bien au-delà de cette décision à prendre. Hein. Ça va bien au-delà d'une immersion dans un bureau d'avocat, dans le système judiciaire de new-yorkais et ses enjeux. Ça traite, Marc-André, de questions très délicates, telles que les rapports sociaux, les rapports raciaux en société, dans le milieu du travail. Il y a question beaucoup des rapports avec l'assistante noire dans le milieu du travail. Ça va très loin. On soulève des questions d'importance, hein? Et on est pris là-dedans dans ces interrogations-là. Alors, ça sollicite beaucoup la réflexion du public et on parle beaucoup de discrimination, de justice, de mensonges avec lesquels les avocats doivent composer pour gagner leur cause. Ça me rappelle un peu le film, j'avais vu le film Philadelphia avec... Tom Hanks, tu sais, le pauvre avocat homosexuel là, qui perd son emploi parce qu'il est sida et est homosexuel. Là. Oui. C'est triste, puis son avocat est noir. Voilà. Tu sais? Oui. Oui, c'est ça. Ce sont des interrogations comme ça et d'importance qui sont proposées au public, notamment... finalement, il est question de est-ce qu'on peut... L'accusé est blanc. Hein? Alors, il est question, par exemple, à un moment donné, du fait que la cause risque d'être difficile à gagner parce que l'homme est blanc. Ce qui aurait été complètement différent 10 ans auparavant ou 20 ans auparavant. Si l'homme avait été blanc auparavant, il aurait été assuré de gagner. Maintenant, de nos jours, quand un homme blanc est accusé... c'est à haut risque. Parce que, avec tout le bout de chemin qu'on a fait au niveau des droits des minorités, un homme blanc qui viole une femme noire, les accusations vont être davantage portées sur l'homme blanc que si c'était le cas dans le cas inverse. Voilà. Alors, c'est toute une réflexion et les avocats se débattent là, pour essayer de trouver une stratégie gagnante. Et c'est le cas durant une bonne partie de la pièce. Et la pièce s'avère aussi, Marc-André, d'actualité parce qu'elle fait écho à l'affaire DSK. Alors, Dominique... attends un petit peu, j'ai... l'affaire DSK, c'est Dominique Strauss-Kahn, c'est ça, Dominique Strauss-Kahn, c'est ça. Et à ce moment-là, elle fait écho à l'affaire DSK qui a eu lieu dans un passé récent. Et étonnamment, hein, oui, c'est l'histoire de cet homme d'affaires français qui viole une femme de ménage noire dans un hôtel à New York. Étonnamment. Alors que, oui, il y a eu l'affaire DSK dans un passé récent, mais la pièce a été écrite tout de même par David Mamet en 2009. Alors voilà, qui est étonnant. Et on assiste donc
C'est ça, la pièce a été écrite donc bien avant. Alors, ma critique de la pièce, Marc-André, est somme toute très positive parce que on a un jeu de comédiens là, vraiment solide et très rythmé. À ce moment-là, les comédiens Benoît Gouin, Frédéric Pierre, Henri Chassé, Myriam Deverger, ils sont vraiment, ils sont très performants, leur jeu est solide. La mise en scène de la reprise de la réputée Martine Bond, c'est une un metteur en scène vedette. Eh bien, la mise en scène, elle est rythmée et subtile. Et dans le cas de Martine Bond, cette mise en scène-là, elle se fait bel et bien au service d'un texte intelligent et percutant que celui de David Mamet. Alors, c'est une mise en scène très supportante du texte d'intérêt et d'actualité. Et le décor aussi est d'impact parce qu'il est fait, évidemment, c'est un huis clos, donc ça se passe dans un seul décor, mais c'est fait de panneaux à mi-translucides, mi-réfléchissants. Et tout le contraire, finalement, ça a comme une portée symbolique, ce décor-là, parce que c'est vraiment... ça transmet... en fait, c'est tout le contraire, finalement, du monde opaque dont il est question dans la pièce. Alors voilà, c'est une pièce que je ne peux recommander. Race, c'est vraiment pour qui aime, comme je disais, le théâtre réaliste, le théâtre confrontant. Ben, courez voir cette pièce jusqu'au 26 mars au théâtre Jean Duceppe, en plein cœur du quartier des spectacles. Il faut pas rater ça. Et moi, j'adore la dramaturgie américaine. Et toi, Marc-André? Moi, j'ai, entre autres, plutôt très versatile, parce que je l'écoutais dernièrement. Oui. Oui. C'est parce que on parle de dramaturgie américaine, mais moi j'ai entre autres initialement du théâtre italien médiéval, comme la pièce Volpone. Je ne sais pas sûr que tu connais. La pièce, ça? Volpone. Oui. Ouais, c'est bien, Oui. Qui était le Molière italien, de l'époque médiévale. Je me souviens de ces racines-là. Puis je vais réécouter, entre autres, un dramaturge qui s'appelait Michel Tremblay, dans son processus créatif. Puis comment les belles-sœurs ont dépassé les frontières ici pour aller dans à peu près, je ne sais pas, une vingtaine de langues. Donc, le langage du théâtre est universel. Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. Alors, oui, absolument, Marc-André. Et j'aimerais juste conclure en disant que ce n'est pas la première pièce, loin de là, de dramaturgie américaine qui est programmée au théâtre Jean Duceppe. Ils font souvent des bons choix de pièces. Ils aiment explorer le théâtre américain. Alors, voilà une belle pièce et un auteur, un grand auteur à découvrir. Alors, on passe à la musique. Oui. OK, entre autres avec une fille qu'on a invitée qui est en montée, comme Mégane Cyr, la chanteuse Claudel. Alors, je te laisse le choix entre la chanson Bouclier ou À grand coup de pied dans le cul. Moi, je dis c'est à grand coup de pied, mais laquelle tu choisis? Je pense que je vais choisir Bouclier en lien avec la pièce, la thématique de la pièce. On est sur Radio Centre-Ville. Donc, la chronique du conseil sur les comptes à rendre avec Éric Brand, Chantal Lheureux et David Atman. On joue donc une pièce qui s'appelle Le Bouclier de Claudel. J'ai retrouvé mon bouclier caché dans mes souvenirs. Fabriqué de bois, enfant, j'avais peur de toi. Oh, oh, oh. Toi et contre toute attaque, je crains plus de te tenir tête. T'es plus le monstre géant, invincible, menaçant.
tu dis que je me sens être sous l'eau. C'est pas notre sang qui donne le droit de me traiter comme ça. Je marche face au vent, les cheveux dépeignés, d'un pas fier et décidé. Je marche face au vent, les cheveux dépeignés, d'un pas fier et décidé. Oh, 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 Nous sommes de retour à Chronique du Conseil avec Chantal Lheureux, Éric Brown et David Hanman sur 102.3 FM Radio Centre-Ville. Compte à rendre. Oui, Marc-André, alors, avant qu'on parle de notre prochain sujet, une exposition d'affiches au Musée McCord, j'aimerais tout de même mentionner, là, parce on a parlé d'une pièce de théâtre, hein? Eh bien, une pièce de théâtre au Théâtre Jean Duceppe, celle titrée Race. J'aimerais parler d'un charmant festival qui commence cette semaine. Et il s'agit d'un festival, la 11e édition du Festival de Castelier. Alors, c'est présenté en collaboration avec l'arrondissement d'Outremont et le mouvement Desjardins. Et puis, ça accueille 10 compagnies venues d'Angleterre, de Pologne, de Colombie-Britannique et du Québec. Alors voilà, des festivals de marionnettes. Et un petit peu plus tard dans l'émission, je vous donnerai les dates exactes. Mais vous pouvez être sûr que moi, je vais aller explorer ce festival et je vous en donnerai des nouvelles. Alors, voilà. Marc-André, je vous ai préparé une entrevue. Une entrevue. Mon Dieu, qu'elle est très besognière et oui. Vous êtes vraiment active, cette dame. Oui, voilà. Alors, c'était à ce moment-là, comme je mentionnais en début d'émission, c'était la nuit blanche samedi dernier, Marc-André. Et je me suis rendue, je ne sais pas si tu as profité de la nuit blanche, c'était vraiment l'apothéose d'activités artistiques de toutes sortes. Est-ce que tu as profité de la nuit blanche, Marc-André? Non, malheureusement, j'étais entre autres dans un centre hospitalier, entre autres pour une personne près de moi qui est en phase terminale. Mon Dieu, je suis absolument désolée. Voilà. Moi, j'aurais aimé être là, par contre. Ah oui, bon. Alors, désolée de cette situation difficile dans ta famille. Alors, mais samedi dernier, je me suis rendue donc au Musée McCord et j'étais absolument charmée par l'agréable animation qu'il y avait sur place au Musée McCord, un groupe de musique. Il y avait de la musique à tous les étages et notamment à l'étage d'une exposition très spéciale, celle consacrée à Vittorio. Je vais vous donner le titre tout de suite de l'exposition. Hein. Dans Montréal, dans l'œil de Vittorio, 50 ans de vie urbaine et de création graphique au Musée McCord. Eh bien, il y avait à ce moment-là un groupe de musique et une chanteuse qui nous offrait une prestation de l'époque de l'exposition. Hein. Très bien, c'était un bel accompagnement à l'exposition consacrée donc à l'œuvre graphique du grand Vittorio Fiorucci. Hein. Et puis, on associe beaucoup Marc-André Vittorio Fiorucci au Petit Bonhomme Vert du Festival Juste pour rire. On l'associe aussi à je pense que tu as sûrement en tête le logo du Festival Juste pour rire, Marc-André. Oui, je connais bien, entre autres, parce que mon frère travaille, entre autres, pour Juste pour rire. Donc, bon, voilà. Et un bon nombre d'autres choses, donc, mais... C'est ça. Mais c'est Vittorio Fiorucci qui a créé ce Petit Bonhomme Vert du Festival Juste pour rire, et on l'associe beaucoup aussi auparavant à la chaîne de magasins de vêtements Le Château. C'est lui aussi qui a créé le logo. À l'Opéra de Montréal, hein, au FIFA, mais l'œuvre graphique de Vittorio Fiorucci, ça va bien au-delà de ses collaborations, Marc-André. Le Musée McCord a toutefois opté pour
montrer, pour rassembler des œuvres de ce Vittorio, des œuvres en lien avec Montréal, parce que c'est la mission du Musée McCord. Et cette expo transmet bien tout le bouillonnement culturel et social de l'époque. Oui, parce que Vittorio Fiorucci, lui, ça y a commencé dans les années 50, 60, 70. Alors, voilà, à découvrir, donc, ou redécouvrir sur place jusqu'au 10 avril, rien de moins que 125 affiches, photos, illustrations, magazines, jouets, BD. Et ben, pour nous en dire plus, voici en rediffusion un entretien avec l'auteur, professeur et commissaire de l'expo, Marc H. Choco. Ici, tout autour de nous, la personnalité, le personnage de Vittorio, parce que c'est bien de lui dont on va parler, irradie, est présente dans toutes les sections et je suis absolument ravie de pouvoir m'entretenir au sujet de cette exposition rafraîchissante qui nous permet de découvrir tout un personnage. Eh bien, merci Marc Choco de répondre à quelques questions. Bienvenue. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes le commissaire, vous avez voulu relever ce défi. Est-ce que vous avez bien connu Vittorio? Oui, j'ai bien connu Vittorio et je trouvais incroyable qu'il n'y ait jamais eu de grande exposition sur son travail et aucune publication importante, d'où cette idée de monter cette exposition et de faire le livre. Quelle bonne idée d'exposition des œuvres, elles sont nombreuses, de cet affichiste. C'est un affichiste avant tout, mais pas seulement un affichiste. Hein? Non, je pense qu'il faut plus le voir comme un artiste multiforme. Il a commencé dans l'illustration, la bande dessinée et la photographie avant tout. Il est plus connu pour ses affiches à partir, je dirais, des années plus 80, notamment avec sa grande série sur les affiches d'opéra. Et puis ensuite de ça avec ses créations pour le festival Juste pour rire. Mais dans les années 60-70, c'est certainement sa période la plus importante en termes de création d'affiches et de reconnaissance internationale. Là, oui, œuvré dans l'affiche dans les années 60, mais il a fait beaucoup d'exploration. Hein. On voit ici une section d'un laboratoire graphique qu'on peut découvrir. Oui, ça c'est un petit plaisir que je me suis fait parce que ce sont des œuvres qui sont pratiquement inconnues et qui pour moi sont certainement les plus importantes. C'est là que, à mon avis, il se fait la main et on peut, à travers ces différentes couvertures de brochures, c'est destiné à des investisseurs. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir a priori avec le milieu culturel où on a l'habitude de le voir, mais c'est véritablement à travers toutes ces couvertures qu'il va pratiquer toutes ces différentes approches graphiques que l'on va ensuite retrouver dans toutes ses œuvres par après et même jusque dans sa dernière affiche en 2008. Absolument, l'année malheureusement de son décès. Hein. Si on parlait maintenant un peu du personnage, c'est un personnage très rassemblant, Vittorio. On le voit ici, des films qui sont diffusés dans le cadre de l'exposition. C'est un personnage, je pense, qui était très significatif, qui s'est profondément inspiré des différentes disciplines artistiques à Montréal. Oui, c'est quelqu'un qui était charmant, charmeur, qui autant auprès des hommes que des femmes d'ailleurs, hein, qui se liait facilement d'amitié, qui a baigné dans tout un milieu artistique montréalais en pleine évolution dans les années 50-60 déjà. Donc on le retrouve aux côtés de Roussil, de Vaillancourt, de Molinari, de Mousseau. Bon. Et donc effectivement, il va avoir toutes sortes d'amis et d'amis et dont plusieurs vont l'aider dans sa carrière, dans les différents milieux. Oui, c'est ça. Mais on peut dire que c'est un moteur. Il y avait à cette époque-là littéralement un bouillonnement culturel. Oui. Et je pense que c'est un des moteurs, c'est une des personnes qui a contribué à ce bouillonnement, à ce foisonnement. Oui, dans son domaine, c'est clair. Il a une production très importante et qui est dans différents domaines. Par exemple, à l'époque, il a des expositions de photos, il a des expositions de ses bandes dessinées, il a des expositions évidemment de ses affiches. Et il a une reconnaissance, même s'il se plaignait qu'il n'avait pas suffisamment de reconnaissance, qu'on ne le payait pas suffisamment, il avait quand même une très forte visibilité à l'époque. Il avait plusieurs galeries qui présentaient ses œuvres, que ce soit à travers le Canada ou aux États-Unis. Il a eu des expositions internationales. Donc c'est un personnage qui est en vue, qui connaît beaucoup de monde et que beaucoup de monde apprécie. Poursuivons sur le personnage Vittorio. On peut dire ici, on le voit ici dans cette exposition qui est réussie, je vous félicite. On voit que l'œuvre et l'artiste ne faisaient qu'un. Hein? Il ne faisait pas que créer, il vivait ce qu'il créait. C'était quelqu'un qui vivait à fond, hein, sa démarche artistique.
pas seulement sa démarche artistique. Oui, non, c'est un personnage haut en couleur et qui aime la vie. Et ce qui est intéressant de voir, effectivement, c'est qu'on sent sa joie de vivre à travers son art. Je pense que c'est ça qui est le plus important. On sent sa très grande liberté, on sent ce côté un petit peu provocateur, on sent son humour un peu sarcastique. C'est évident à travers ses œuvres. Et on peut dire résolument que c'était une personne quelque peu excentrique. Oui, ça l'était. Ça a imprégné son œuvre. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait aussi qu'il a une œuvre originale loin des canons graphiques de l'époque et que, par exemple, si vous prenez, moi ce que j'aime beaucoup, c'est de voir certaines de ses affiches pour des causes sociales qui détonnent complètement par rapport à ce qui se faisait à l'époque dans le domaine. Des affiches, par exemple, pour la CSN. Des affiches... Pour Mirabel, prendre position par rapport à la problématique de Mirabel. Oui, mais pour Mirabel, ça, si vous voulez, c'est son affiche. Mais si vous prenez, par exemple, les affiches qu'il a fait pour la CSN, quand vous connaissez les affiches qui se faisaient à l'époque dans le milieu syndical au Québec, c'est radicalement différent et c'est vraiment réjouissant et certainement plus attrayant que ce qui se faisait dans le milieu syndical habituellement. Oui, et c'était d'autant plus à cette époque-là un grand supporter de la cause féminine, je croirais, et un grand amoureux de la femme. Je pense que c'était plus un amoureux de la femme. Je crois pas, j'ai jamais cru que Vittorio ait été féministe à aucun point de vue. C'est ce qu'on dit qu'il a embrassé. Ce n'était pas un artiste engagé, mais il a quand même soutenu à quelques occasions des causes sociales. Oui, tout à fait. Oui. Non, comme il disait toujours, il était d'aucun parti, sinon le parti de la plus grande liberté. Mais effectivement, il a fait très souvent des affiches gratuitement pour des amis, pour des organismes, pour des œuvres caritatives. C'est quelqu'un qui était d'une très grande générosité. Absolument. Alors, écoutez, l'exposition ici nous permet vraiment de faire une immersion, comme je dis, dans le foisonnement artistique de l'époque. Je vous félicite, les films, les documents d'archives. Alors, écoutez, ça nous fait... on devient nostalgique ici. C'est une époque glorieuse. Il faut pas. Je pense que c'est une partie de l'histoire de Montréal. Il y a d'autres moments, je pense, qui seraient des moments intéressants à souligner. Oui, absolument. Excusez-moi ma petite réaction. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que pour faire une telle exposition, ça prend une équipe et pas seulement l'équipe du musée McCord qui vraiment a été fantastique, mais aussi Étienne Paquette qui était le scénariste et puis Mélanie Crépin qui a fait la scénographie. Je pense que c'est vraiment très réussi et ça a été un travail d'équipe absolument magnifique. Une exposition agréable, si vous nous présentiez peut-être un petit peu les différentes sections pour bien informer l'auditoire. Il y a quelques petites sections ici, un petit peu le parcours rapidement. Si vous voulez, le cœur de l'exposition, c'est évidemment le milieu culturel. À côté de ça, on va retrouver les passions de Vittorio, donc tout ce qui est évidemment affiches sur les femmes, sur les amis, sur les bistrots, les voitures. Les voitures, qui étaient les différentes obsessions de Vittorio. Vous avez un volet sur les causes sociales, justement. Un petit clin d'œil à Vittorio ambassadeur, parce que le choix pour ici, pour le musée McCord, c'était de mettre l'accent sur Montréal, mais évidemment, il a fait des centaines d'autres œuvres qui ne sont pas ici parce que... qui sont à l'international. Bien faire un choix. Vous avez opté résolument pour rassembler des œuvres montréalaises. Oui, le musée McCord, c'est sa vocation, donc voilà, c'était ce choix éditorial-là qui était évident. Et puis ensuite, on termine sur un petit espace qu'on aime beaucoup, sur l'enfance l'enfant qui était toujours en Vittorio, qui trouvait important de garder en lui pour avoir un œil frais, justement, cet œil toujours libre et rafraîchissant à travers ses créations. Et une belle finale avec un entretien. Hein? C'est bien d'entendre Vittorio échanger avec Christiane Charest. Quelle bonne idée. Oui, son émission à Cabine C, oui. Vous avez aussi un livre qui est écrit spécialement pour l'exposition, peut-être en glisser mot en terminant. Écoutez, je trouvais Aux éditions de l'Homme, hein? Oui, je trouvais important d'avoir un livre sur l'œuvre de Vittorio et évidemment, on l'appelle pas catalogue parce que le livre couvre beaucoup plus que ce qu'on a pu présenter dans l'exposition et justement toutes ces œuvres qui ont été faites pour d'autres lieux en dehors de Montréal, à travers le Canada ou à l'international. Voilà. Merci beaucoup. Une exposition donc qui nous fait regretter Vittorio. On souhaiterait qu'il soit encore avec nous. Vous l'avez fait bien revivre, Monsieur Marc Choquot. Merci beaucoup de m'avoir présenté cette exposition de grand intérêt ici que je recommande fortement. Une exposition jusqu'à quelle date? Jusqu'au mois de mars ou avril. Merci. Merci à vous. Au musée McCord, une exposition réjouissante. Ici, tout autour de nous, la personnalité, le personnage de Vittorio, parce que c'est bien de lui dont on va parler. On passe maintenant en musique, Marco? Ben oui, donc c'est Mario Cagliari. Oui.
On est sur Radio Centre-Ville 102.3 FM et c'est avec la chronique du conseil. Dis-moi, donc tu peux nous présenter la chanson? Oh, c'est la version italienne que je ne saurais. C'est le titre Si j'avais un char, la célèbre chanson Si j'avais un char, mais version italienne. Alors, on écoute ça. Se avessi una Vespa mi cambierebbe la vita, a spasso correrei per la Gaspesi. Se avessi una Vespa mi cambierebbe la vita, il naso all'aria aperta, sempre con te bella mia. Tutti e due, amore mio, in giro insieme tutto il dì, senza fermarsi mai, come due gypsy. Se avessi una Vespa, ne farei casa mia, tu saresti la mia stella e io vivrei per te. Oh, c'est un petit extrait vraiment très inspirant, Marc-André. Alors, on progresse dans l'émission. On est rendu à une capsule D'Éric Brown. d'Éric Brown, et c'est en lien avec son exposition collective et très rassembleuse de ce soir à l'usine Sans Issue. Eh bien, l'exposition titrée Machination. Alors, il ne faut pas manquer ça. Ben moi, j'irai faire un tour, c'est assuré. On écoute Éric Brown, très pétillant, ok, et volubile et talentueux. Éric Brown de l'usine Sans Issue. Comme on le connaît. Bonjour et bienvenue à Radio Sans Issue avec votre animateur Éric Brown pour la chronique du conseil au compte à rendre 102.3 FM Radio Centre-Ville. Alors aujourd'hui, je vous annonce notre vernissage de l'exposition du mois de mars qui s'intitule Machination. Ça a lieu jeudi le 3 mars de 17h à 23h et l'expo commence le 2 mars et se termine le 31 mars 2016. Donc évidemment, c'est à l'usine Sans Issue au 163 Est. Alors c'est une exposition assez spectaculaire qui comporte 32 artistes. Mark Prent, Éric Brown, MJAL, Nancy Ogilvy, Jean-Martin Raven, Mimi Traillette, Yves Millet-Desfougères, René Donnet, Daniel Herban, Xavier Landry, Claude Bolduc, Away, René Bellefeuille, Suzanne Schulman, Alexandra Couillard, Greg Saletsky, Alex Bell, Jean-Philippe Mayotte, Alan Nicole, Michel Thibert, Monique Silviani, Loupkin, Geneviève Roy, Diana Robert, Linda Vachon, Tolly A.K., Céline Côté, Carlo Vargas, Valérie Latulippe, Miss Rio, Marguerite Dorion et Patrick Caddy. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer à l'usine Sans Issue, jeudi le 3 mars, de 17h à 23h. Et nous avons également une deuxième exposition qui est à l'affiche ce mois-ci. Donc c'est notre expo Sans Issue 2016 qui aura lieu au Cégep du Vieux-Montréal. Donc c'est du 7 mars au 18 mars 2016. Et le vernissage aura lieu mardi le 8 mars, de 17h à 22h. Donc, c'est au Cégep du Vieux-Montréal, qui est situé au 255 rue Ontario-Est. Et ça comporte 18 artistes qui sont des piliers de la galerie Usine Sans Issue. Donc, Mark Prent, Éric Brown, Xavier Landry, Nancy Ogilvy, MJAL, Jean-Martin Raven, Yves Millet-Desfougères, Daniel Herban, Ectoplasme, Alexandra Couillard, René Donnet, Claude Bolduc, Jabert Lutfi, Patrick Caddy, Jean-Philippe Mayotte, René Bellefeuille, Michel Thibert et Suzanne Schulman. Donc c'est une exposition qui présente le travail par artiste, donc ça donne l'occasion de pouvoir décortiquer un petit peu plus facilement la mosaïque éclatée qu'est l'usine Sans Issue. Alors c'est un deuxième rendez-vous à ne pas manquer, donc mardi le 8 de 17h à 22h. Alors, j'ai aujourd'hui en studio avec moi Michel Thibert qui va nous parler un petit peu de son travail. Bonjour. Oui, depuis mon enfance, je me promène dans la forêt et les rivières avec mon père à la recherche d'animaux amphibieux ainsi que toutes sortes de petits fruits sauvages. J'ai toujours examiné autour de moi les détails des roches, des plantes, des champignons, des animaux.
des squelettes aussi, quand on trouve des animaux morts. N'importe quoi qui a rapport avec la nature. Et plus tard, avec mon travail d'artisan ébéniste, j'ai ramassé plusieurs pièces originales qui éventuellement pourraient servir à faire des œuvres d'art. Des enfants, pour faire des créatures bizarres, inquiétantes et amusantes. Presque extraterrestres. Ils ont des harmonies, de l'unité, doublement à l'aide de miroirs. Nous, le travail avec des bois recyclés, on trouve sur le bord des rivières, qui sont déjà propres, nettoyés, sans écorce. C'est ça. Depuis quelques mois, j'expose dans les galeries d'art de Montréal. Galeries d'art en ligne. Je suis toujours en développement. Alors, parle-nous un petit peu de ton inspiration. C'est quoi les artistes, mettons, ou les œuvres qui ont pu te donner le goût de faire ce que tu fais maintenant? Puis, qu'est-ce qui a pu aussi comme peut-être déclencher les thématiques qui sont un petit peu animistes, qui sont un petit peu proches de la nature, que tu vas explorer? Il y a des thèmes sexuels aussi, je pense. Alors, quelles sont les influences derrière tout ça? Ça date depuis petite enfance. J'ai tout le temps été amateur de style, d'horreur, de science-fiction, de style Frankenstein, Dracula. Et plus tard, j'ai toujours essayé ce genre de film avec des maquillages. Dans le film de Star Wars, m'intéresse les êtres bizarres, on peut voir un peu de personnage. Tous les artistes qui sont surréalistes, dans les voir dans les gangs, Et pour terminer, est-ce que tu as des projets futurs dont tu peux nous parler? Est-ce que tu as des nouvelles thématiques sur lesquelles tu travailles? On peut avoir un scoop sur qu'est-ce qui s'en vient? Oui, certainement. Je suis en train d'ouvrir une galerie d'art privée chez moi. Depuis 2 ans, j'accumule des pièces. Et j'en ai assez pour des petites expositions avec des gros objets et des petits. Accueillir socialement des artistes, des invités, faire des soirées. C'est intéressant. C'est situé sur la rive sud de Montréal, à 10 minutes de centre-ville. Je suis au courant bientôt. Yeah. Alors, c'est ce qui termine notre émission pour aujourd'hui. Donc, on se revoit le mois prochain pour une nouvelle édition de Radio Sans Issue. Et je vous laisse avec une pièce de Neoded qui s'intitule Symphony in K Major.